Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. GPS ou PGS, ça voudrait dire point G super. Et oui, on va parler du point G aujourd'hui. Il a déjà tellement fait couler beaucoup d'encre. Il paraît même qu'il fait couler les femmes. Ce serait grâce à lui que les femmes deviendraient femmes fontaines. Il doit son nom à l'initiale d'un gynécologue qui est le premier, semble-t-il, à en avoir parlé. Alors son nom, Grafenberg, est à retenir. Bon, ça prouverait quand même que les hommes, contrairement à ce que croient certaines femmes, s'intéressent beaucoup à la sexualité féminine. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, mythe ou réalité? Est-ce que le point G est essentiel dans le plaisir féminin? Pas si sûr, parce que j'ai remarqué que sa recherche à tout prix peut devenir une quête du Graal impossible. Tiens, un Graal, c'est aussi avec un point G. Bon, et Christian Jamin, ça s'écrit avec un J, c'est pas un G, mais c'est quand même notre gynécologue, encore un G, qui va nous aider à faire le point sur ce point G. Mythe ou réalité? Qui mieux que vous qui nous écoutez, mesdames, pour nous raconter votre rencontre ou pas avec lui. Donc pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Christian Jamin. Bonjour Brigitte. Mais Jamin, ça s'écrit avec un J comme joie. Oui, ou jouissance. Ou jouissance. C'est pas plus mal finalement. Hein. Sinon, ça ferait gamin si c'était un G. Vous vous rendez compte? Vous seriez encore un vilain gamin, un vilain garnement. Bon, c'est pas pour me déplaire. J'imagine bien. Bon, en tout cas, là, c'est aux spécialistes de l'organe génital féminin que je m'adresse. Le point G existe-t-il? Alors, une fois de plus, on fait appel à un homme pour parler des femmes. Je vais encore avoir des ennuis. Donc, le point G, alors oui, d'abord, on va essayer de définir si ce point G existe vraiment. Et puis, quelle différence il y a entre le point G et le clitoris? Oui, je vous vois venir. Tout le débat est là, et je dis ça du bout des lèvres, si je puis me permettre. Donc, il ne faut pas que votre langue fourche, Christian Jamin. Oui, le point G, est-ce que ça existe ou est-ce que c'est juste un endroit anatomique particulier de l'insertion du clitoris, des racines, des racines du clitoris. Donc, pour ne rien vous cacher, j'ai révisé, non pas ce matin au fond du lit, mais ça fait des années que vous révisez. J'ai révisé dans les bons auteurs, et effectivement, je me suis toujours pas fait une opinion. C'est-à-dire que bon, le clitoris, maintenant, on commence à bien en connaître l'anatomie, même si c'est très récent. Et quant au point G, le point G, donc c'est effectivement un endroit particulier de l'insertion du clitoris avec les ligaments. Mais y a-t-il quelque chose de particulier à cet endroit-là? C'est plus difficile à affirmer. Alors, pour donner comme ça quelques précisions justement dans ce qu'on lit, dans ce qui a été décrit, etc., il semblerait donc que c'est un petit peu l'équivalent d'une pièce de 2 € qui se trouverait sur la face antérieure du vagin, à l'entrée du vagin, à quelques centimètres. 3 centimètres, oui. C'est ça. Voilà. Et ça correspond en effet à l'endroit où se situent à peu près les racines du clitoris. Ce qui fait qu'on mélange un peu tout. Maintenant, rien d'étonnant si on appuie fort sur ce point que ça fasse vibrer, si je puis dire, le clitoris, en fait. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. Et puis, il y a eu aussi quelques volontés derrière de modifier la sensibilité de ce point G en faisant des injections, oui, etc. Donc, la finance n'est peut-être pas non plus totalement étrangère dans la célébrité du point G. Je pense que ce qui sera intéressant, c'est plus de discuter du clitoris au sens large du terme, bien sûr, que du point G lui-même. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de faire comprendre quand même qu'une stimulation, parce que très souvent, c'est plus par stimulation manuelle que par pénétration avec le pénis qu'on va éventuellement faire sentir des sensations agréables, voluptueuses à une femme, mais c'est aussi, ce qui est intéressant à dire, c'est peut-être le lien qu'on fait entre le point G et les femmes fontaines.
Alors le point, ça on va en discuter parce que j'en suis pas totalement convaincu. Non, mais allez-y. Même pas du tout. De toute façon, moi je crois que celui ou celle qui prétend tout connaître de la sexualité féminine est déjà dans l'erreur, parce que de toute façon on voit bien suivant les femmes qu'on a des différences. Alors déjà, ce clitoris dont je parlais, en fait, une fois de plus, le pauvre homme moderne que je suis, nous sommes rabaissés maintenant par les découvertes scientifiques, puisque l'innervation du clitoris est très nettement supérieure à l'innervation de notre pauvre gland, si je puis me permettre. Donc l'érotisation de la caresse est beaucoup plus violente, semble-t-il, au niveau du clitoris qu'au niveau du gland. Par ailleurs, est-ce que l'orgasme ne vient pas du clitoris? L'orgasme est le starter. Le clitoris, c'est le starter, c'est-à-dire c'est ce qui envoie des influx au cerveau pour déclencher l'orgasme, qui est quelque chose qui vient du cerveau. Donc c'est pas parce qu'on caresse le point G ou le clitoris qu'on va avoir forcément un orgasme, parce que la caresse du clitoris peut être extrêmement douloureuse quand on n'est pas ouverte, si je puis dire. Et donc, oui, je pense que les femmes fontaines, c'est l'expression de l'effet starter du clitoris au niveau du cerveau, qui entraîne des phénomènes physiologiques de décharge, si je puis dire, et de libération de tas de fluides, dont ce qui se passe au niveau des femmes fontaines. Donc j'imagine qu'on va parler de tout ça. Oui. Mais en tout cas, ce qui a été plus ou moins démontré. Alors après, encore une fois, je répète, c'est des choses qui existent pour certaines et puis qui n'existeront pas pour d'autres. Que certains hommes qui se disent des sourciers, grâce à des stimulations au niveau du point G, arrivent à déclencher un phénomène fontaine, sans doute parce que ça touche aussi peut-être la vessie, ça touche tout l'appareil urinogénital de la femme, en fait. Oui, mais il faut que la femme soit réceptive. C'est pas parce qu'on stimule le clitoris qu'on va entraîner un orgasme faramineux. C'est pas un starter sur lequel il suffit d'appuyer pour que la femme monte au 7e ciel. Ça, exactement, non. Comme un bouton de l'ascenseur. N'est-ce pas? Ça serait trop simple. Mais enfin bon, cela dit, vous non plus. C'est pas parce qu'on va vous toucher le gland qu'immédiatement vous allez avoir une érection. On va avoir une sensation et tout, mais l'orgasme vient aussi chez nous du cerveau, même si les hommes, on a moins de cerveau, semble-t-il, aujourd'hui qu'antérieurement. Donc je ne pense pas qu'on puisse affirmer réellement que le point G soit le déclencheur de la femme fontaine. C'est ce qui entraîne le cerveau à être à répondre de manière plus violente. En tout cas, il y a énormément de jouets qui ont été construits un petit peu dans cet esprit-là, avec une sorte d'excroissance qui semblerait donc vibrer à cet endroit particulier du vagin. Donc Ah non, mais je ne nie pas l'importance du point G et encore moins du clitoris. Je dis simplement qu'il y a une barrière à lever au niveau du cortex. Et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, on appuie sur le bouton où on met la carte pour rentrer, pour lever la barrière, et elle se lève ou pas en fonction de la liberté qu'on a dans son cerveau. Et c'est oui, bien sûr, mais c'est quand même intéressant aujourd'hui de donner quelques informations anatomiques, parce que plus on connaît son corps, plus on sait qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait pas du bien, qu'on va pouvoir libérer un petit peu, parce que beaucoup d'inhibitions sont aussi dues à des méconnaissances anatomiques. Absolument, c'est-à-dire qu'il faut l'ensemble, c'est-à-dire qu'il faut le déclencheur et la liberté, si je puis dire. Comme je dis toujours, si on va visiter un pays, autant connaître un tout petit peu sa géographie. Oui, et sa langue, sans mauvais jeu de mots. Oui, on y revient. Bon, en tout cas, c'est justement les femmes qui vont avoir la parole tout particulièrement aujourd'hui, mais bon, les hommes aussi, parce qu'ils sont aussi des chercheurs, ils sont toujours avides de découvrir, donc je suis sûre qu'ils auront aussi des informations à nous donner. Dans un instant, Séverine va commencer. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle. Sud Radio, parlons vrai.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christian Jamin, nous allons à la découverte du point G. Est-ce qu'il existe ? C'est à vous de nous le dire. Christian Jamin, c'est Séverine qui dit oui, il existe. Bonjour Séverine. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour Séverine. Merci de témoigner justement. Oui, écoute, avec plaisir. Alors, je vais revenir sur un petit truc. Du coup, je vais parler des deux, du point G, du clitoris. Moi, j'ai découvert le plaisir clitoridien du coup très jeune, où je me masturbais en fait, et j'arrivais à l'orgasme assez jeune. Quand vous dites assez jeune, c'est-à-dire avant 10 ans. D'accord, oui. Très bien. Ouais. Voilà. Et du coup, je me suis découverte femme fontaine par hasard. J'ai eu mes premiers rapports, je devais avoir 15 ans, vous voyez, donc c'était quand même assez jeune, oui. C'était pas tard. Et je me suis découverte femme fontaine, je devais avoir à peu près 23-24 ans. Et du coup, ça s'est fait vraiment par hasard. J'étais bien avec mon compagnon à l'époque. Et puis, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y avait toujours beaucoup de préliminaires. Enfin, voilà, c'était toujours très mouillé, etc. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que du truc quand, en fait, le lit était complètement inondé, quoi. Voilà. Et du coup, mon compagnon m'a dit, ça fait un moment que c'est comme ça. Et puis moi, j'étais dans mon délire. Et voilà. Et par contre, c'était vraiment la position. J'étais en position de cavalière. Et du coup, c'est moi qui menais la danse. Et je me frottais beaucoup. Voilà. Et en fait, c'est arrivé. J'étais très bien. Ça a duré un moment. C'est vous qui montiez les talons. Ouais. C'est ça. Et en fait, les fois où ça m'est arrivé, c'était souvent dans cette position-là. D'accord, oui. Ce qui n'est pas forcément, encore une fois, on va entendre beaucoup de choses différentes. Ce qui est clair, en tout cas, dans votre témoignage, Séverine, c'est qu'on voit que vous êtes une femme très libérée, qui très jeune a été à la découverte de son corps, sans inhibition. Et tout ça, ça aide forcément justement à être libre et à lâcher son plaisir sans se retenir, parce que souvent oui, c'est ça, il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas ça m'a jamais j'avais pas vraiment de tabou en fait, quoi. Oui, parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des femmes qui vont avoir à un moment donné où elles sentent qu'il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là et qui retiennent et qui passent à côté de ce corps qui lâche et qui coule plus que même, d'ailleurs, on peut l'imaginer, hein, parce que quand vous dites que les draps sont trempés, énorme, c'est vrai. C'est des flaques, quoi. C'est des flaques, ouais. Oui. Ce qui dérange d'ailleurs certains. C'est génial, en fait. C'est génial si on est à l'aise avec ça, oui. Voilà, ouais. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a aussi des hommes ils n'aiment pas trop quand ça mouille de trop, qui sont un peu inhibés, plus inhibés, quoi. Trop, ouais. Encore une fois, tout est. Alors, ce qui est peut-être important à dire, Christian Jamin, et là, je me réfère au médecin que vous êtes. Il paraît qu'il y a une perte de fer, d'oligo-éléments quand on coule beaucoup et qu'il faut reprendre. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Pas grand-chose, parce que faut quand même d'abord il faudrait savoir ce qu'est la fontaine de la femme fontaine, si je puis dire. Donc, on pense aujourd'hui que c'est de l'urine, c'est-à-dire que que c'est que à force de lâcher prise, on lâche tous les sphincters. Et donc, parce que il était impensable de trouver une telle quantité de liquide dans les glandes de Skene ou dans les glandes de Bartholin. Donc, on a bien été obligé de chercher d'où venait ce liquide. Et le liquide, il ne peut venir que de la vessie. Et ça a été ça a été analysé et on l'a confirmé. Donc en fait, l'orgasme, c'est quoi ? C'est un gigantesque lâcher-prise avec une stimulation qui vient principalement du clitoris, mais pas uniquement, qui stimule le cerveau, et au bout d'un moment, le cerveau lâche, si je puis dire, et lâche les vannes au sens large du terme. Et une femme fontaine, c'est quelqu'un dont le cerveau a été
à vraiment lâcher prise, lâcher les vannes. Donc... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en effet, chez la femme, la vessie d'abord est pas très loin. Hein, oui. Il y a tout ça est assez relié. Il est certain que l'homme, lorsqu'il est en érection, de toute façon, il peut pas uriner. Donc la question ne se pose pas. Chez nous, tout ça est assez relié. Donc voilà. Et encore une fois, rappelons que l'urine, c'est un antiseptique. Hein, donc il y a vraiment aucun oui, il n'y a pas d'infection qui viennent des urines, ça c'est clair. D'accord, donc il ne faut pas s'en inquiéter. Il ne faut pas s'en inquiéter. Et là, l'exemple qu'on vient de nous donner, c'est comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui est libéré de longue date, qui n'a pas de tabou et qui est capable d'exprimer son plaisir de manière débridée, c'est le cas de le dire. Et après, si je peux me permettre de continuer juste il m'est arrivé il y a quelques années avec un autre partenaire vraiment d'un soir, quoi, qui était lui très doué avec ses doigts et qui m'a fait, qui avait débuté ce phénomène-là, juste en fait en manipulant avec ses doigts, en me doigtant en fait, mais hyper énergiquement, quoi. Et ça avait commencé à déclencher en fait. C'est ça, oui. Oui, alors après, voilà. Donc là, on est vraiment sur le point G, quoi. Mais il n'y avait pas de stimulation clitoridienne en même temps, alors qu'il y avait eu avant, quoi. Non, mais vous venez de dire qu'il a commencé à les mots que vous venez. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé après? Été jusqu'au bout. Eh ben bon, voilà. On n'a pas été jusqu'au bout, voilà. Mais en voilà, fait, il m'a tout de suite dit, ah là là, t'es fontaine, quoi. Et ça a commencé à couler, en fait, quoi. Donc, il a mis le démarreur en route, mais il n'a pas laissé le moteur démarrer, si je comprends bien. Non, bon, ça s'est fait comme ça, mais c'était pour vous dire que c'était vraiment, là c'était vraiment mécanique en fait. C'était vraiment technique, quoi. Il appuyait sur le bouton et d'une certaine façon, et c'était et moi je l'avais jamais exploré ça moi-même en fait de cette façon-là, et lui avait l'expérience de ça. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de regarder une coupe anatomique du bas-ventre féminin, et on voit bien que lorsqu'on appuie à cet endroit-là, on va stimuler et le clitoris et la vessie, et quelque part, à un moment donné, que ça déclenche quelque chose, c'est pas si surprenant que ça. Oui, et puis à cet endroit-là aussi, il y a une concentration vasculaire particulière. Donc effectivement, c'est un endroit stratégique, si je puis dire. Et donc, effectivement, qui déclenche le tout. Mais principalement, à mon sens, ça vient de l'excitabilité clitoridienne. Cerveau, ouais. Et qui déclenche le cerveau. Et encore, vous racontez bien que là, cette fois-là, c'était mécanique, que ça n'a pas été votre plus grand pied. C'était vraiment mécanique, là. Ouais. Donc, on voit bien, encore une fois, que tout va dépendre aussi de l'humeur dans laquelle on est. Et finalement, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que vous venez de raconter, Séverine, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une sorte de quête, de vouloir obtenir quelque chose. Ça doit être un rendez-vous de plaisir où on essaye de se faire du bien, et on ne va pas chercher obligatoirement à aller appuyer sur le starter. Ah oui. Quoi. Tout à fait. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, je crois peut-être 4-5 fois, vous voyez, en tout. Et en fait, ça s'est toujours fait par hasard, sans vraiment rechercher quoi que ce soit, quoi. Sauf la fois où c'était vraiment mécanique, c'était un peu une testée, je pense. Mais sinon, ça s'était fait par hasard, et c'est vraiment pas ma quête non plus, quoi. Ça se fait quand ça doit se faire, quand on est bien dans sa tête et qu'on est bien avec le partenaire, je pense aussi avec qui on est, quoi. C'est Absolument. un tout, en fait. Hein. Oui. C'est juste une symbiose, on est bien, on se lâche, et puis voilà. Le corps et le cerveau décident de se lâcher aussi. Exactement. En tout cas, merci Séverine, parce que déjà, on a tordu le cou à l'idée que c'était peut-être qu'un mythe, le point G. Non, il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Il y a quelque chose. Ah oui, il y a bien quelque chose. Ouais. Merci à vous, une bonne journée. Merci Séverine. On fait une petite pause, et c'est Laura dans un instant qui va témoigner. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Les Toulousains de retour dans les 22 mètres. Dupont qui porte. Dupont, la passe au pied. La passe au pied. La passe au pied pour Malia. Laissez Toulousain. Laissez Toulousain. Sud Radio, la radio du rugby. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Christian Jamin est avec nous et nous allons à la découverte du point G avec Laure maintenant qui est comme Séverine. Ça y est, c'est pas un mythe, vous l'avez découvert. Bonjour Laure. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Oui, je l'ai découvert, mais surtout, je vous écoute depuis le début de l'émission. Et je voulais vraiment remercier Christian Jamin d'intervenir en tant que gynécologue. Parce que depuis le début que vous faites les émissions avec lui, Brigitte me dit toujours que si j'avais connu un gynécologue comme lui au début de ma sexualité, ça aurait sûrement changé un bout de ma vie. Voilà. Et que voilà, tous les conseils qu'il donne, on se sent jamais jugé. On a l'impression en tout cas qu'on peut lui poser toutes les questions, il répondra à tout sans jamais vous trouver un peu bébête ou comme si c'était une évidence. Et ça franchement merci Christian. Vraiment. Je suis rouge de confusion. Et de bonheur. Oui. Faites des tutos. Non, mais Laure a d'autant plus raison qu'il y a encore quand même beaucoup de gynécologues qui ont tendance à ne faire que leur métier de médecin, alors que quand on s'occupe de cette partie du corps de la femme, enfin, je veux dire, on devrait quand même être un petit peu plus ouvert à ce que les bienfaits que peut nous apporter cette partie de notre anatomie. Oui, mais c'est pas spécifique à la gynécologie. C'est-à-dire que la médecine a énormément évolué avec l'apparition des machines, des enregistrements, des scanners, des IRM, des PET scans, etc., etc. Et en fait, ce qui n'a pas changé ou ce qui n'aurait pas dû changer, c'est l'écoute. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, on peut toujours se dire que, au lieu de palper avec ses doigts, on peut faire une échographie, un scanner ou autre, mais on ne fera jamais de bonne médecine sans écouter. Et donc, ça, c'est mon credo. Et donc, je pense que la technique est au service de l'interrogatoire et pas l'inverse. Oui, bien sûr. Et je pense que malheureusement... C'est le contraire qui est en train de se passer. C'est un peu le contraire qui est en train de se passer, cette technicisation, ce drôle de mot, de la médecine est très délétère parce que quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouve jamais rien. Donc tout se passe au niveau de l'interrogatoire pour orienter nos examens et j'essaye de faire ça le plus possible. Et surtout, Christian, vous avez cette capacité où quand on vous pose une question, moi c'est ce qui m'a beaucoup manqué, c'est quand vous répondez, un docteur, un gynécologue vous dit c'est normal. Sauf que, ok, c'est normal, mais moi, j'aimerais bien répondre à ce qu'on réponde. C'est normal, mais alors, pourquoi, comment je fais, comment je gère? Et par exemple, c'est vrai que quand, moi, par rapport à Séverine, j'ai découvert que j'étais fontaine, à mon insu, parce que j'étais pas forcément préliminaire, mais j'avais remarqué que, par exemple, après des rapports, quand je me réveillais le matin, j'étais toute trempée, j'avais mouillé le lit, suivant les positions, il y avait quelque chose qui s'échappait de moi et j'ai pas compris tout de suite qu'effectivement c'était cet éjaculat qui venait de mon vagin et qui se répandait quand j'étais très excitée. Et je faisais pas la distinction entre cette urine purifiée là qui sortait de mon vagin et mes sécrétions vaginales pour me rendre... En même temps, Laure, la femme est capable de énormément mouiller. Je crois que c'est quand même quelque chose qui est assez... et c'est assez mystérieux parce qu'en fait, on va mouiller beaucoup certaines fois, beaucoup moins d'autres fois. C'est pas toujours... enfin, je veux dire, c'est quand même... Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais la lubrification... Moi, je suis d'accord avec Laure. Je suis d'accord avec Laure parce que, en fait, pour moi, c'est deux choses qui sont fondamentalement différentes. C'est-à-dire que l'excitation donne des phénomènes physiologiques de ce qu'on appelle extravasation, c'est-à-dire que le liquide quitte les vaisseaux pour passer à travers et se déverser dans le vagin. Et les glandes de lubrification dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les glandes de Bartholin ou les glandes de Skene, sont là pour lubrifier et permettre à la verge de bien glisser pour rentrer dans le vagin. Et ça mouille, si je puis dire. Et ce qu'on appelle mouiller, c'est ça.
alors que l'orgasme, ça, c'est des liquides qui ne viennent pas de cette excitation, c'est des liquides qui viennent du relâchement des sphincters et qui libèrent des liquides existants. Et donc, pour moi, c'est deux choses fondamentalement différentes. Et pour moi, Laure a bien observé la chose. Oui, mais en même temps, Christian Jamin, encore une fois, moi, je me fie... pas spécialement à mon expérience, je me fie aussi à tout ce que j'entends. Il y a des femmes qui vont avoir le phénomène Fontaine sans avoir d'orgasme et parfois c'est parce qu'il y a un orgasme. C'est pour ça que c'est assez complexe, encore une fois. Oui, alors après, on va rentrer dans des définitions de ce qu'est l'orgasme. C'est quoi l'orgasme? L'orgasme, c'est un grand bonheur. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont pas des femmes fontaines et qui ont un grand bonheur, une grande jouissance. Et puis l'orgasme, c'est aussi cette libération qui n'est pas forcément corrélée à cet extraordinaire plaisir, cet extraordinaire relâchement des blocages qu'on a dans le cerveau. Donc on peut très bien être fontaine sans avoir un orgasme génial. Et on peut avoir un orgasme génial sans perdre... mais je veux dire, on peut être femme fontaine sans avoir d'orgasme, comme on peut mouiller beaucoup sans avoir d'orgasme, comme on peut avoir un orgasme sans avoir beaucoup mouillé. C'est ce que je voulais dire. C'est toute la difficulté. Mais en effet, l'orgasme, c'est l'orgasme. Après, qu'il vienne du clitoris, du point G, qu'il soit purement du vagin, cérébral de l'anus, ou liquide. Bon, mais enfin, quand on a un orgasme, on sait qu'on a un orgasme quand même. Enfin, même si c'est difficile à décrire. Oui, Laure, je vous en prie. Personnellement, moi, en fait, l'orgasme comme je coule, ça peut être consécutif à un orgasme, mais je n'ai pas d'orgasme parce qu'on me fait couler. C'est comme ça que je le décrirais. Oui, c'est juste. Et effectivement, j'ai découvert, j'ai assez exploité ce point G parce qu'effectivement, rentrant dans le monde du libertinage, vous vous apercevez que vous avez des garçons qui adorent vous faire couler et qui, comme vous disiez tout à l'heure, on les appelle des sourciers ou qui s'en délectent. Du coup, ça vient augmenter un orgasme qui, moi, reste clitoridien et que j'arrive à obtenir soit par stimulation de la verge sur mon point G, qui est pas un point, qui est plutôt une zone assez large, chez moi en tout cas, et qui effectivement, toute cette excitation peut me faire couler, peut me rendre fontaine, mes doigts vont stimuler mon clito, l'intérieur de la verge va stimuler mon point G, et là, c'est l'extase absolue, mais c'est vrai que de me faire couler n'est pas un moyen de me faire arriver à l'orgasme. Ça serait plutôt la conséquence de l'un et de l'autre. Ça, c'est sûr. Et alors, en fait, ce que j'ai remarqué par rapport à ce point G et aux femmes fontaines, moi, en tant que femme, pour parler avec mes amis librement de sexe, c'est vrai, c'est quelque chose qui ne nous a pas forcément intéressés tout de suite. Entre femmes, c'était plutôt à se caresser, les garçons, les verges, voilà, mais pas moi j'ai découvert l'intérêt de la femme fontaine au travers des garçons. Et c'est là où je me suis un jour interrogée en me disant, mais pourquoi c'est les garçons qui adorent me faire couler? Et tout d'un coup, je me suis dit, peut-être que voilà, ils savent aussi, ils ont une manière à eux de nous faire jouir avec un moyen d'éjaculer quelque chose de notre corps un peu à leur image, parce qu'en fait, ce que je trouve les plus sensibles au phénomène de femme fontaine, ce sont les garçons qui parfois, contre votre gré, ou pas vraiment contre mon gré, mais qui, au-delà de caresses, de baisers et tout ça, veulent se persuader qu'ils savent pour faire couler une femme et que ça sera vraiment un plus dans leur sexualité, alors que au fond de mon corps, je pourrais dire que c'est peut-être un plus, mais c'est pas du tout une nécessité. Franchement, se faire stimuler pour essayer de se faire partir cette urine de notre corps, c'est pas forcément un avantage. Personnellement, moi, ça m'assèche, comme disait Christian, j'ai ma coulure qui me rangélifiant mon intérieur, mais par contre mon éjaculat vraiment qui s'en va m'assècherait beaucoup plus le vagin, donc c'est pas un plus dans ma sexualité, ça je peux le dire maintenant. Mais en tout cas, vous dites les choses très justement, Laure. Les hommes sont des bricoleurs, ils sont des chercheurs
chercheurs, ils aiment bien. Et puis ça leur donne l'impression réellement de vous avoir fait jouir. Voilà. Donc ils ont une preuve concrète. Je voulais pas être dans le changer de camp, mais il y a quand même beaucoup de narcissisme derrière tout ça. C'est-à-dire que si moi je suis capable de vous faire jouir, c'est que je suis un vrai mec. Hein, c'est quand même un peu ça qu'il faut voir à travers de ce que vous dites. Bon, en tout cas, merci Laure. On avance. Hein. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui n'ont pas votre expérience, Laure. Je voulais préciser, c'est Rufus qui avait fait un très joli spectacle sur les femmes fontaines, racontant, comme s'il était sourcier, etc. Donc, je crois que le texte existe. Si ça intéresse certains d'entre vous, c'est donc Rufus qui en était l'auteur. Oui. Oui, il y a une phrase aussi de Pierre Desproges, puisque vous parlez de Rufus. Pierre Desproges est mon modèle dans ma vie, oui, qui disait c'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde. Bon, ça c'est... Je vous laisse... Merci Laure, en tout cas, je ne ferai aucune réflexion suite à ce que vient de dire Christian Jamin. Allez, on fait pas une pause, on donne la parole à Jean qui est avec nous et qui va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une après à Christian Jamin. Jean, est-ce que vous avez déjà rencontré une femme fontaine ? Non. Non ? Ah bah alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'êtes pas manuel ? Alors si, c'est pas faute de travailler, mais visiblement non. J'ai pas eu de personnes qui m'ont dit que oui, il y avait. Vous en seriez rendu compte. Oui, j'imagine. Ouais, non. J'essaie d'être assidu dans mon travail. Bon, écoutez, il faut être un peu plus manuel, hein, sans doute. Peut-être. Bon, je plaisante évidemment. Deuxième question, est-ce que vous aimeriez être filmé lors de vos ébats sexuels ? Non. Pas du tout. Non, c'est pas quelque chose qui m'excite. Je trouve que, au contraire, le fait que le temps s'arrête, que l'espace est clos et rend les choses bien plus intéressantes selon moi. Vous avez bien raison. Et dernière question, quelle serait pour vous la qualité essentielle d'une bonne partenaire sexuelle ? Celle qui me correspond mieux. Pas de. Selon moi, donc du coup, selon mes critères, oui, ce serait quelqu'un de plutôt soumise, je crois. Et après, je crois que c'est ça, la qualité première qui me correspondrait le mieux. Ce serait ça, un naturel dominant. Donc du coup, je me marie relativement bien avec une fille qui aime cette soumission et voilà. Quand vous dites soumission, jusqu'à pouvoir éventuellement lui bander les yeux, l'attacher Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Ouais. On peut pas à chaque ébat, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ces deux polarités, selon moi, et je trouve qu'elles se mélangent bien. Et dans les expériences que j'ai eues, je trouve que c'est celle qui me correspondait le mieux et encore une fois, si c'est ses attentes, alors les deux sont comblés. Bien sûr, on est bien d'accord que ce soit entre adultes consentants. Je vous laisse poser une question à Christian Jamin, il vous écoute, Jean. Oui, du coup la fameuse, selon vous, comment stimuler le point G? Donc je pense qu'on connaît tous un peu, c'est dites-moi si je me trompe, c'est sur le dessus, et donc du coup c'est à caresser, et apparemment il faudrait mettre le doigt et faire comme si le doigt venait vers nous. Et je ne sais pas si c'est assez imagé ou... C'est-à-dire que, alors d'abord sur le plan anatomique, on parle de la face antérieure du vagin. En fait, on pourrait parler de la face supérieure du vagin, mais anatomiquement, ça s'appelle la face antérieure, c'est-à-dire la partie haute du vagin, celle qui est en contact avec la vessie. Et donc le point G, on le sent on le sent pas, mais ça s'appelle aussi la zone rugueuse. Voilà, c'est-à-dire qu'au toucher, c'est rugueux. C'est à 3 cm à peu près à l'intérieur du vagin, après le méa urinaire, et puis donc sur la face antérieure, et donc on met le doigt en crochet, légèrement vers l'avant ou vers le haut, et c'est comme ça qu'on trouve le point G. C'est-à-dire qu'on le reconnaît pas toujours, mais c'est souvent notre partenaire qui nous dit qu'on est au bon endroit. Mais ça s'appelle aussi la zone rugueuse.
Voilà, c'est ça. Et il suffit de caresser vers le... Comme ça, non? Il me semble qu'il ne suffit pas juste de toucher ou... On aurait plutôt tendance à dire qu'il faut faire des mouvements circulaires. Oui, et puis c'est plus des... Alors, le vagin est très sensible à la pression. Donc c'est effectivement plus avec des mouvements qui donnent des pressions sur cette zone. C'est pas le frottement. C'est-à-dire que de penser que l'orgasme vient par le frottement de la verge sur les parois du vagin, non, c'est plutôt la pression qui est mise sur les fibres collagènes vaginales qui déclenchent les sécrétions, qui fait que la femme mouille, pour parler de manière populaire, tandis que je répète que pour moi, le fait de mouiller et le fait d'avoir un orgasme violent avec perte de beaucoup de liquide, ça n'est pas la même chose. Ok, très bien. Voilà, Jean, la réponse de Christian Jamin. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. On continue dans un instant et on va donner la parole peut-être à un sourcier, me semble-t-il. En tout cas, c'est Pierre qui va prendre la parole dans un instant. Vous aussi, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, surtout si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue, endocrinologue. Bon, je crois que déjà, ça y est, on a la preuve que le point G existe. En tout cas, cette zone existe, parce que là, franchement, on a déjà eu 2 témoignages. Et maintenant, c'est un homme qui va témoigner. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Alors, allez-y, on vous écoute. Que vous dire? Moi, je pense que il faut absolument pas complexer les femmes qui ne sont pas forcément très clitoridiennes, ne sont pas forcément des femmes fontaines. Il y a autant de modes de fonctionnement, je pense qu'il y a de femmes. Et j'ai pas trop compris pourquoi l'émission partait aujourd'hui à ce point-là sur les femmes fontaines, parce que je ne fais comme Christian Jamin aucun rapport entre le point G et le fait d'être femme fontaine. Le fait d'avoir un point G ne veut pas dire, pour moi en tout cas, et je ne suis pas gynécologue, qu'on soit une femme fontaine. J'ai connu moi des femmes fontaines qui étaient fontaines par la sodomie par exemple. Donc ça n'a rien à voir avec le point G. Par contre, le point G, effectivement, je suis d'accord, c'est absolument pas un mythe. C'est cette espèce de zone rugueuse qu'on trouve, ou pas d'ailleurs chez certaines femmes, qui fait monter et grimper au rideau certaines femmes immédiatement, d'autres un peu plus lentement et d'autres pas du tout. Tout dépend comment elles fonctionnent. Il y a autant de modes de fonctionnement qu'il y a de femmes. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, mais j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que je me suis fait mal comprendre, c'est-à-dire l'excitation, le bonheur, l'orgasme et la femme fontaine sont des notions différentes. Et donc, on peut très bien aujourd'hui avoir un immense plaisir sans être une femme fontaine, parce que le cerveau ne répond pas de la même façon. Donc, je partage totalement ce que vous venez de dire. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, mais encore une fois, beaucoup d'hommes et de femmes. Alors beaucoup d'hommes ont découvert qu'en touchant cette partie-là, ils peuvent faire beaucoup couler une femme, après femme fontaine ou pas, etc. De même que beaucoup de femmes ont découvert qu'en touchant beaucoup cet endroit-là, elles peuvent mouiller plus. Voilà. Après, c'est en effet pas une loi absolue. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites tous les deux. Mais il y a quand même beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Voilà. Bon, après, je suis complètement d'accord que on a la jouissance féminine, elle est individuelle à chaque femme, et c'est ça qui est important. Chaque femme doit se trouver, en quelque sorte. Ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est que j'ai l'impression que à peu près tous les bons hommes sont câblés de la même manière, même s'il n'y a pas deux sexes masculins qui se ressemblent, il n'y a pas deux sexes féminins qui se ressemblent bien sûr, mais par contre j'ai l'impression que que les femmes sont toutes câblées de façon très différente, avec des sensibilités qui sont l'une plus vaginale, l'autre plus clitoridienne, même si le clitoris, la racine du clitoris,
sûr. Il y en a même qui sont anales et purement anales. Et il y en a même qui jouissent quand on leur stimule les mamelons. Alors. Oui, tout à fait. Ça, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère de pourquoi il y a une aussi grande différence entre toutes les femmes, ce qui est absolument passionnant. Je crois que j'ai la réponse, c'est parce qu'il y a un point G dans le cerveau chez les femmes. Mais là, si vous permettez, je vais pas être totalement de votre avis, c'est-à-dire qu'il y a des orgasmes très différents chez les hommes et chez le même homme en fonction des circonstances. Et l'orgasme, ça peut être une éjaculation triste, si je puis dire. Et puis, il y a des orgasmes extrêmement violents chez l'homme qui ressemblent aux orgasmes de la femme. Donc je pense que nous aussi, on a des orgasmes différents. C'est vrai qu'ils sont différents. Mais je ne parlais pas des différences d'orgasmes que nous puissions avoir, je parlais plutôt de la différence. Enfin, j'avais l'impression que les hommes étaient tous à peu près câblés, avec la même sensibilité des nerfs, etc., à peu près tous les mêmes, alors que les femmes, non. Moi, j'ai rencontré des femmes qui étaient absolument pas clitoridiennes, absolument pas, et d'autres qui ne fonctionnaient que comme ça. C'est ça qui est... Oui, mais je pense que chez l'homme comme chez la femme, l'orgasme est entièrement dépendant du lâcher-prise du cerveau. Et donc, nous sommes aussi cérébraux, c'est-à-dire qu'on a l'orgasme masculin, la masturbation, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'éjaculation triste. Et puis, mais ce qui m'ennuie dans cette histoire que c'est le cerveau, etc., c'est que ça voudrait dire qu'on est totalement, j'allais dire, conscient. Quand on sait la puissance de l'inconscient, la puissance des pulsions, ça nous amène pas à grand chose de savoir que ça part du cerveau. Ah non, mais ça nous a d'abord. Non, ce que j'ai voulu dire simplement, c'est que. En fait, le cortex, c'est-à-dire le cerveau intelligent, contrôle l'organisme et que l'orgasme, c'est la levée de ce contrôle. Et c'est ça l'orgasme. Et on peut le lever partiellement, on peut le lever totalement, et c'est ça qui fait la différence. Mais très clairement, il y a des structures anatomiques qui font que on a du plaisir, on déclenche le fait de mouiller, on déclenche le fait d'éjaculer, mais par ailleurs, tout ce qui se passe au niveau de l'orgasme profond, c'est la levée de l'inhibition corticale. Oui, moi, je suis assez d'accord avec le docteur Jamin, Brigitte, parce que oui, mais il y a même des gens qui arrivent à jouir avec la douleur. Bien sûr, mais c'est le même circuit, hein, de toute façon, la douleur la souffrance, la douleur physique et la jouissance. Du cerveau, je dirais, oui, mais là où je trouve que c'est peut-être pas suffisamment clair pour tous ceux qui nous écoutent, ça veut dire que, en fait, on va malheureusement, à cause de notre cerveau, bloquer la possibilité de jouir. Oui. C'est ça que veut dire Christian Jamin, et pas le contraire. Et c'est pour ça que mais je crois que c'est important de préciser, parce que dans ce que vous dites, on a l'impression qu'il suffit de laisser notre cerveau pour qu'on puisse jouir. Non, il faut éviter... C'est tout un passé, c'est toute une histoire, c'est toute une vie qui est contrôlée par le cortex. Je vous ai bien compris, mais il me semble que c'était peut-être pas clair pour tout le monde. C'est pour ça que je me permets de dire que si on laisse notre cerveau tranquille, on va pouvoir jouir. Si on commence à penser, à avoir peur, etc., à ce moment-là, c'est plus possible. Non, mais c'est clairement inconscient. Et on se connaît suffisamment pour ça. Je vous connais suffisamment pour savoir que vous recommandez souvent, quand on a des difficultés, de faire appel à des professionnels de la psychologie. Et là, une fois de plus, je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des blocages profonds qu'il faut lever pour arriver à ces orgasmes libérés. Parce qu'en fait, Pierre, et là je crois que vous serez d'accord, c'est dans le ressenti du corps, dans les sensations, qu'on va arriver à avoir du plaisir, à monter à la sensation agréable et peut-être à l'orgasme. Alors, pour soi-même, oui, et par l'interaction avec le corps de l'autre, pour le couple. Bien sûr. Pour l'interaction avec l'interaction, elle est primordiale, bien évidemment.
Et d'ailleurs, ce qu'on remarque souvent, notamment pour les femmes qui sont souvent malheureusement un peu plus inhibées que les hommes sur la question de... Parce que la pulsion masculine, elle est tellement forte que parfois elle suffit à faire arriver à l'orgasme. La femme va tout d'un coup avoir un orgasme presque par surprise. Parce que tout d'un coup, on va lui faire quelque chose qu'on lui a jamais fait. Et là, une sorte de surprise qui fait que ça arrive parce que justement... L'inhibition a été, si je puis dire, court-circuitée par la surprise. Alors, docteur Jamin, est-ce que ce point G existe chez toutes les femmes pour vous ? Indiscutablement, le point G, oui, bien sûr que ça existe chez toutes les femmes. C'est-à-dire qu'il est d'une sensibilité différente d'une femme à l'autre. Voilà, mais nous, il y a les structures anatomiques chez toutes les femmes. C'est clair. Eh bien voilà, déjà une bonne avancée pendant cette première heure. On va faire une petite pause. Merci Pierre. Petite devinette. Quand est-ce que le pénis est dépressif, Christian Jamin? La réponse est après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue avec Christian Jamin à évoquer le point G. Alors bon, évidemment, hein, j'avais titré le titre de l'émission Mythe ou réalité. En fait, c'était juste pour rire, hein, parce que j'ai pas de doute, il existe. Je l'ai rencontré, comme pourraient dire beaucoup d'hommes, et évidemment beaucoup de femmes témoignent. On a Delphine qui va prendre la parole dans un instant, mais c'est intéressant parce qu'elle est peut-être pas d'accord avec nous. Mais d'abord, la réponse, quand est-ce que le pénis est dépressif, Christian Jamin? Je ne sais pas, quand il a la queue basse. Vous auriez pu trouver la réponse. Le pénis, il est dépressif quand il est au fond du trou. Reconnaissez que vous auriez pu trouver la réponse. J'aurais pu trouver. Bon, enfin bref. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec nous, hein, c'est plus un mythe pour vous. Ah oui, alors et un mythe qui comment vous dire, pique ma curiosité en fait. Parce que alors moi honnêtement je pense pouvoir dire en toute humilité ou sans dire trop de bêtises que je crois que je le connais pas, parce qu'il s'est jamais passé, en tout cas en termes de sensations, j'ai pas eu l'impression un jour que parce que alors je vais peut-être dire les choses un peu trivialement, mais que parce que il y avait une sensation quelque part, il y avait ça me faisait un effet bœuf quoi. Alors après j'ai un parcours un peu particulier peut-être, dans le sens où moi j'ai mis très longtemps à être à l'écoute de mon corps, parce que suite à plusieurs traumas, j'ai pas pu trop être dans l'écoute de toutes ces sensations là, et c'est vrai que la dimension sexuelle c'était pas tout à fait ma tasse de thé. Mais assez récemment, et aussi grâce à votre émission, j'ai appris à redécouvrir. On va dire que vous m'avez accompagné dans cette redécouverte, et tout ce que j'apprends dans les enrichissantes émissions que vous faites, me fait me poser des questions, et du coup je me dis si d'autres en parlent, c'est bien que ça existe. Compte tenu des témoignages précédents, je vois bien que ça existe, enfin j'entends bien que ça existe, et du coup je me dis si c'est possible pour les autres, peut-être que c'est possible pour moi. Mais tout de suite, pour moi, c'est quand même concrètement plus un mythe qu'une réalité, voyez-vous. Oui, mais c'est votre droit le plus strict pour l'instant. Cette partie anatomique particulière du vagin, vous l'avez pas expérimenté. Et encore une fois, c'est pas grave parce que c'est pas obligatoirement nécessaire pour avoir du plaisir. Hein. Non, par contre, je vous avoue que du coup, c'est peut-être un peu comme, une discipline sportive ou un art. Parfois, à force d'entendre des personnes qui y prennent du plaisir et qui sont assidus, on se dit, puisque ça se passe bien pour les autres et que peut-être que je pourrais découvrir. Mais alors, du coup, je me permets d'adresser une question, si vous me l'accordez, à Christian Jamin. Mais je vous en prie, il est là. Hein. C'est comment on fait pour découvrir, parce que pour le coup. Je sais pas, est-ce qu'il y a des exercices ou... Parce que j'imagine aussi que si j'imagine que ça peut développer peut-être une complicité différente dans le couple et tout ça. Et compte tenu de mon parcours, là où j'en suis aujourd'hui avec mon mari, parce que j'ai envie de dire, il partage avec moi la redécouverte, je me dis que peut-être ça peut apporter aussi quelque chose à la vie de couple. Alors, d'abord, Brigitte connaît mon amour pour les contrepétries, donc j'allais dire qu'il est utile d'avoir des fouilles curieuses
pour trouver son point G. Par ailleurs, nul ne peut nier que le clitoris dans sa globalité et en particulier au niveau de sa partie externe est hyper énervé, pas énervé, innervé, et donc c'est une zone très sensible, et donc le point G n'est rien d'autre qu'une autre façon d'aborder le clitoris, mais symboliquement. Alors là, Brigitte me regarde, parce que la symbolique et la psy, c'est pas toujours ma tasse de thé, mais symboliquement, le point G est la réconciliation entre le clitoris et le vagin. C'est-à-dire que le fait de trouver une zone clitoridienne à l'intérieur du vagin fait une espèce de réconciliation entre les partisans de l'orgasme vaginal et de l'orgasme... alors peut-être que là je me lance dans un domaine pour lequel je suis pas vraiment un expert, mais oui, le point G existe, mais il existe partout sur les zones du clitoris, peut-être même de manière exagérée, parce que certaines femmes disent que ça leur fait très mal quand on touche la tête du clitoris, en particulier lorsqu'elles sont déjà excitées, ça leur fait mal. Donc oui, les points G existent, mais le point G particulier à l'intérieur du vagin, je pense qu'il a aussi une valeur symbolique. D'accord. En fait, l'intérêt, Delphine, c'est que en essayant de découvrir son point G, on va aller un petit peu plus découvrir l'intérieur de son vagin. Et on va se rendre compte que c'est pas un organe totalement vide, insensible, et c'est ça que vous voulez dire, oui, je crois. Oui, c'est ça. Le clitoris, ça fait 12 cm de long. C'est-à-dire qu'il y a 5 mm qui sortent, il y a ce qui est à l'intérieur du vagin et qui se termine globalement au niveau du point G, puis il y a des arcades qui descendent le long des grandes lèvres, qui sont les jambes, si je puis dire, du clitoris. Donc le clitoris est un organe beaucoup plus important que ce que tout le monde pense, ça n'est pas les 3 mm qui sortent. Pour faire je vais faire une comparaison avec le pénis, que tout le monde connaît puisqu'il est extérieur au corps. Le clitoris, ce serait le gland, et puis les deux corps caverneux du pénis, ce seraient les deux racines du clitoris. Exactement. Et donc il faut bien comprendre que lorsqu'on caresse, par exemple, le pénis, Delphine, on sait très bien que c'est la partie la plus sensible, c'est le gland. Mais si on fait des va-et-vient sur tout le pénis, l'homme n'est pas insensible. Et quand l'homme est très excité, le gland peut lui-même devenir douloureux comme la tête du clitoris. C'est-à-dire que c'est un orgasme d'excitation, c'est un organe d'excitation avec des innervations différentes. Et il faut savoir, par exemple, que le clitoris est beaucoup plus innervé que le gland. Donc, est beaucoup plus sensible que le gland. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire, Delphine, c'est que lorsque votre homme est en train de vous faire l'amour, donc quand son pénis est dans votre vagin, essayez de faire des contractions et des relâchements de votre vagin en serrant un peu les fesses et le sphincter anal, relâchant, etc. Et vous allez découvrir que quelque part, vous avez des sensations différentes, que vous sentez plus ou moins son pénis. Et rien que ça, déjà, vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Vous voyez ? Ouais, et je pense, alors c'est quelque chose que j'ai essayé à quelques reprises, mais en fait, je pense que mon cerveau est resté très câblé sur les exercices de rééducation post-accouchement. Même si j'ai ma petite dernière qui a 11 ans. Du coup, je suis restée trop dans la dimension mécanique de la sensation et pas assez dans la dimension émotionnelle, ressentie, voilà. Donc, en fait, je pense qu'il faut que je décable. Alors, je vais essayer d'apprendre à décrocher encore un peu et puis peut-être que je pourrai en arriver à témoigner comme les auditrices précédentes après. Alors, je vais vous raconter une histoire parce que vous me faites rire quand je vous écoute. C'est qu'un jour, j'ai vu une femme qui avait accouché, qui avait eu des enfants et qui nécessitait de faire de la gymnastique pour entretenir ses muscles pelviens, et je lui expliquais qu'il fallait faire une dizaine de contractions tous les jours, et elle me dit ça tombe à merveille, mon mari adore ça. Alors je lui dis vous allez me le tuer si vous me faites ça 10 fois par jour. Voilà, donc oui, en effet, il y a les contractions au niveau du vagin qui doivent s'entretenir, mais c'est pour une autre cause.
Mais faites-le avec votre mari, faites-le dans tout en le regardant, tout en. Vous voyez, faites-en un jeu. Comme ça va vous aider à parce que j'ai bien compris qu'il y a quand même derrière vous une histoire pas facile. Donc, essayez d'en faire quelque chose de très ludique. Vous voyez. Ouais, mais honnêtement, j'entends bien votre conseil et j'ai envie de vous dire que puisqu'il vient de vous, je vais le suivre parce que honnêtement, tout ce que j'ai pu prendre en matière, que ce soit cérébrale ou émotionnelle, au sein de vos émissions, ça m'a fait grandir sur ce domaine-là. Donc vraiment, je vais continuer. Eh ben merci Delphine. Et puis. Merci pour vos conseils surtout. Non, mais merci à vous. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on fait avancer les choses, n'est-ce pas, Christian ? Oui, bien sûr. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. On va continuer évidemment à évoquer tout ça et Marianne, je crois, va aussi nous dire que c'est peut-être pas pour elle encore tout à fait la découverte du point G. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, endocrinologue. Nous évoquons le point G. C'est un sujet évidemment important parce que ça permet aux femmes qui nous écoutent de mieux comprendre avec ce que vous avez dit, que j'ai trouvé très joli, cette symbolique entre la jouissance clitoridienne et la jouissance vaginale. Marie est avec nous. Bonjour Marie, merci de témoigner. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Eh ben, écoutez, je vois pas trop, finalement, trop quoi rajouter. Simplement, le jouet que vous m'avez proposé d'expertise, d'essayer, de tester, oui. D'essayer, voilà, de tester, et ça peut faire une bonne conclusion. Eh ben, ce jouet-là nous permet, comme un joystick, de trouver son point G super facilement, je trouve. Parce qu'il applique exactement entre l'entrée et le vagin, en ayant touché le clitoris. Il applique chez... Excusez-moi, je suis émue. Mais... Bon, alors, lâchez votre jouet et concentrez-vous sur votre téléphone, Marie. Retirez les piles. Oui. Attendez, je me détends. C'est émotionnel pour moi. Bon, ben voilà. Je trouve que ce jouet permet de trouver son point G. Parce qu'il caresse exactement toutes les parties qu'on a évoquées. Depuis le clitoris jusqu'au cœur du vagin. Ça revient... Et avec la main, on peut jouer comme un joystick sur son ventre, en fait. Oui. Et ça revient à ce que vous disiez, Christian Jamin, c'est qu'en fait, il faut appuyer, il faut quand même une sensation assez importante. Et c'est vrai que le jouet qui vibre et qui est dur, c'est une érection maximale, quand même, un jouet et qui occupe bien le vagin. Oui. C'est pas un petit peu, c'est du coup, ça crée des. Moi, il n'y a pas une personne devant soi, mais... Non, mais c'est bien ce que vous dites aussi, Marie, parce que c'est parce qu'on va commencer à découvrir que dans son vagin, on peut ressentir des choses, qu'on va Moi, j'aime bien cette image qu'il faut éveiller son vagin. C'est ce que... Sinon, c'est vrai que c'est une zone un peu morte. Oui. Bien sûr, et puis c'est très grand en fait, la surface de son vagin. En surface de peau déployée, franchement, c'est beaucoup. Et si on utilise l'ensemble, avec ce jouet, c'est vraiment bien. Je trouve. Vraiment. C'est une exploration plus facile qu'avec les doigts ou un autre objet. Enfin, en général, où son amant et sa langue. Oui. Alors après, c'est encore une fois pareil, ça revient à ce qu'on y met aussi sur le plan émotionnel. Il y a des femmes qui, lorsque l'homme les pénètre, elles sont très amoureuses de cet homme et rien que ça les fait déjà monter au 7e ciel.
Oui, bien sûr. Mais bien sûr, il y a tout l'aspect spirituel qu'il y a autour et de l'âme et du cœur, le vrai cœur. Voilà, écoute, je m'arrête de marcher. Ouf. Bon. Voilà. Oui, j'ai bien entendu et bien écouté ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que... Oui. Mais l'orgasme, c'est infiniment plus complexe, c'est-à-dire il y a le starter, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette excitation qui vient, il y a le mental, c'est-à-dire comment l'a-t-on, et puis il y a sa capacité, grâce à son histoire et à son caractère, à être capable de lever les inhibitions, car je le disais hors micro à l'instant, c'est que en réalité, chez l'homme, le cerveau, le cortex est inhibiteur. Il est inhibiteur des sensations extrêmes du corps, et l'orgasme, c'est la levée de cette inhibition qui répond bien évidemment à l'excitation, mais à toute l'histoire de la femme. Mais est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Christian Jamin? Parce que finalement, l'orgasme, c'est le point culminant de la jouissance, donc c'est une sorte de réflexe, c'est-à-dire qu'on a le plaisir qui monte, la petite bête, hein, et puis à un moment donné, ça explose parce que de toute façon, on peut pas monter plus haut. Alors ça explose plus ou moins en fonction de l'intensité de la libération, ou parfois ça explose de manière totalement mécanique, c'est-à-dire que effectivement on a cette espèce de contraction, mais on n'a pas du tout cette libération d'endorphine qui se passe au niveau du cerveau, et de cytocine, etc., et qui fait qu'on est si bien après un rapport pendant plusieurs heures, si ce n'est plusieurs jours. Donc effectivement, il y a toutes les étapes différentes entre, j'allais dire, comme je disais tout à l'heure, la petite jouissance et la grande jouissance. Oui, oui, bien sûr. Et c'est là où, Marie, même si vous avez l'air d'aimer beaucoup votre jouet, c'est pas mais comme il y a plein d'autres façons d'y accéder. Bien sûr, bien sûr. Plein d'autres façons, évidemment. Non. C'était pour faire le lien avec ce que vous m'aviez donné la dernière fois. L'objet que vous m'avez donné pour en parler. Ben voilà, je faisais un lien un peu comme une conclusion. Alors c'est pas moi qui les donne, hein, c'est Rue des Plaisirs qui donne les jouets. Hein, ce que Oui. Faut rendre. Oui, bien sûr. Non, mais dans l'émission que j'avais eue avec vous. Bien sûr. Auquel j'avais participé. Eh bien, en tout cas, ce qui est important, et j'espère que ces 2 heures qu'on fait ensemble, Christian Jamin, vont aider des femmes à avoir envie d'être un peu plus curieuses de leur vagin, parce qu'au fond, c'est un peu ça l'idée. Hein. Oui, c'est vrai, mais j'allais dire, c'est aussi très enrichissant pour nous, parce que le fait de vous écouter et le fait de réfléchir à ce que vous dites nous fait progresser, nous aussi. Bon, eh ben, on va y arriver, on va finir par y arriver, à se retrouver ensemble. Écoutez, merci Marie, en tout cas, de votre témoignage. Et puis, écoutez, je suis ravie que vous ayez avancé, encore une fois, dans ces découvertes. Mais je crois qu'on le dira jamais assez. Hein, la sexualité, faut accepter d'être surpris, faut être curieux, Et puis voilà, hein. Et puis il y a des choses qui arrivent à des moments où on s'y attend pas, et puis parfois on croit qu'on va y arriver, et puis ça marche pas. Enfin c'est ça qui est chouette aussi. Sinon, si c'était tout le temps la même chose, ce serait pas drôle. Hein. Non ? Oui, c'est pour ça 100 fois sur le métier. Il faut pas lâcher l'affaire. C'est un peu notre phrase fétiche, Christian Jamin. Ceux qui nous écoutent souvent le savent. Alors, dans un instant, on va parler du Love Conseil. Qu'est-ce qu'un rapport sexuel réussi ? Vaste débat. Ouais. Ce sera notre Love Conseil du jour. Et puis, puisqu'on parlait de jouets, on va voir ce que a pensé notre auditrice de ce stimulateur clitoris Témari. C'est tout nouveau. J'en ai jamais vu encore. Et donc, on verra dans un instant. Tout ça, c'est évidemment sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors Christian Jamin, qu'est-ce qu'un rapport sexuel réussi ?
Vaste question. Alors, on pourrait dire c'est un rapport sexuel durant lequel les deux partenaires sont parvenus à l'orgasme. Moi, je serais beaucoup plus nuancée et il me semble que vous aussi. Moi, je dirais simplement, qu'un rapport sexuel réussi, c'est un rapport qui donne envie aux deux partenaires de recommencer. Oui, et de consolider un couple aussi. Ça peut être. Si on a envie de recommencer, c'est qu'on a envie de rester ensemble, a priori. A priori. Et donc, si on se fie à cette définition, que vous avez l'air d'être d'accord avec moi, ça veut dire qu'il n'est pas question d'atteindre la perfection. Il suffit d'avoir du plaisir. Tant mieux s'il y a un orgasme, mais c'est surtout une bonne entente avant, pendant et après, et à ce moment-là, on est content, on s'est fait du bien, et puis on va avoir envie de recommencer une autre fois. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter la douleur, il faut éviter d'accepter quelque chose qu'on n'a pas envie ou qui nous déplaît ou qui nous dégoûte aussi. Attention, je sais que par exemple, lors des rapports bucco-génitaux, il y a des gens qui ça dégoûte un peu, donc c'est bien de pouvoir en parler. Il faut être détendu, se connaître soi-même, connaître son partenaire et puis communiquer. Et puis de temps en temps, ça marche très très bien. Il va y avoir un super orgasme des deux côtés. Et puis parfois, il y aura un petit raté. Et alors, c'est pas grave si on sait se faire du bien. Et puis voilà. Oui, mais quand je parlais de consolidation du couple, je parlais de la consolidation de quelque chose d'exceptionnel qui participe à une fusion et pas forcément avec orgasme, simplement avec le don de soi-même. C'est ça, les corps qui se parlent et qui s'entendent bien. Et voilà, et ce dialogue des corps, c'est ça, le rapport sexuel réussi. Et d'ailleurs, moi, je suis de plus en plus persuadée que lorsque la sexualité dans un couple fonctionne à peu près bien, le couple va bien. Dès qu'il y a des problèmes, la sexualité va moins bien. Et si la sexualité va moins bien, le couple va moins bien. Enfin, c'est une sorte de va-et-vient, si je puis dire, entre les deux. Oui, mais on dit que ce qui disparaît le plus vite, c'est le baiser de la bouche. Ouais, c'est curieux. On continue à pouvoir faire l'amour, mais on ne parvient plus à embrasser l'autre. Ça paraît quand même curieux. Mais c'est ce qu'on lit beaucoup. Comme quoi, peut-être qu'on est plus animal qu'on ne le croit. Parce que le baiser, c'est quand même ce qui nous rend humains. J'ai jamais vu trop de mammifères s'embrasser sur la bouche. Ils se font des petits léchouilles, etc. Moi, quand mon chien est heureux, il lèche. Oui, mais alors ça, c'est autre chose. Il semblerait que le fait que le chien veut lécher, c'est un rapport de soumission. Ah oui? Oui. Ah oui. Je connais mieux les femmes que les chiens, alors si je comprends bien. Moi, je connais peut-être mieux les hommes que les chiens. C'est pas sûr. Je connais peut-être mieux les chiens que les hommes. En tout cas. D'accord, soumission. Lécher, c'est la soumission pour le chien. Oui. D'accord. Un chien qui nous lèche, c'est un chien qui est soumis, et c'est pour ça qu'il nous lèche d'ailleurs. C'est formidable ce que vous venez de m'apprendre. Il me semble, enfin bon, je ne suis pas non plus, attention, je suis pas vétérinaire non plus, mais il semblerait. Bon, bref, on va revenir aux jouets, et c'est Nathalie qui a testé pour nous ce stimulateur clitoris Temari Iroya de l'enseigne sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Vous pouvez retrouver. Alors, je suis assez curieuse de savoir ce que vous en pensez, Nathalie. C'est la première fois que je vois un jouet comme ça. C'est une sorte d'œuf dans son coquetier. Dans son coquetier, oui. Bonjour Nathalie. Bonjour à vous deux. Alors c'est amusant parce que moi je le comparais à, vous voyez un petit peu les déos billes de sac. Oui, un déodorant. Voilà, moi ça m'a fait penser à ça. Il est super joli, vraiment. L'esthétique est très très réussie. J'ai adoré, moi qui aime beaucoup les couleurs, j'ai adoré voir les petits dessins de couleurs sur la bille entre guillemets. D'accord, mais c'est pas un objet décoratif, Nathalie. Non, mais c'est important. En tout cas pour moi, l'esthétique est importante. Oui, d'accord. Et ensuite, alors bon, c'est là où ça dégringole un peu en ce qui me concerne. Je n'ai pas la prétention d'avoir un avis universel. J'ai pas apprécié la manière dont il se charge. Il est chargé en fait avec deux aimants. Le câble tient à l'engin avec des aimants. Alors c'est écrit sur la notice, attention, aimant puissant. Bah tu parles.
mais pas puissant du tout. Dès que vous bougez un petit peu l'objet, paf, le câble se débranche. Oui, mais donc ça c'est valable. Oui, c'est valable sur tous les jouets. Hein. Il faut vraiment le positionner, il faut le coincer en fait. Oui. Il faut le coincer bien pour qu'il puisse se recharger. Oh, écoutez, c'est un détail ça quand même, non? Voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais bon, ça veut dire beaucoup. C'est comme jouer du piano debout. Voilà, c'est ça. Bon, ensuite ça c'est de la logistique, on va dire, hein, donc c'est pas très gênant. Venons-en à l'essentiel. Alors l'essentiel. Alors. Bon, moi j'ai moyennement aimé dans le sens où il a quatre vitesses régulières et deux crans qui sont pas des vitesses régulières où c'est rien puis ça met quelque chose, rien ça met quelque chose. Alors que l'autre c'est quelque chose, c'est des vibrations plus régulières. Bon, ça fait le job, hein. Ça fait le job. Après, je pense que c'est peut-être moi qui suis plus animal que mécanique, on va dire. Moi, ça m'a pas plus. Mais en fait, la question qu'il faut se poser, moi, c'est la première fois que j'en vois un comme ça, et je n'ai donc jamais pu tester ce genre de choses. C'est une sorte donc de boule qu'on met plus ou moins sur la vulve, qu'on met pas directement sur le clitoris, j'imagine, parce que ça vibre quand même un peu fort. Enfin, on masse un petit peu la vulve en allant plus ou moins sur le clitoris, je suppose. Hein, oui. En fait, moi, j'ai essayé un peu tout. Donc, warning, attention, utilisez bien du lubrifiant. Ah toujours. J'ai fait les deux. Sans lubrifiant, ça chauffe. Mais je voulais pas essayer, dans le bon sens. C'était tout doux, je me suis dit j'essaye. Mais bon. C'est doux, certes. Mais alors, c'est vrai que c'est bien pour le gros œuvre, on va dire. Comme vous disiez, titiller la vulve. Voilà, c'est très bien pour ça. Mais j'ai moins aimé, moi, pour ce qui est du travail de précision sur le clitoris en lui-même. Voilà. Donc, c'est pour les travaux d'approche, je pense que ça peut être sympa. D'accord. Voilà, mais ensuite pour atteindre le climax, je pense que c'est pas forcément l'objet le plus indiqué. D'accord. Bon. Mais encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi. C'est le vôtre qui compte, Nathalie. C'est le premier jouet que je vois qui stimule les jambes du clitoris, c'est-à-dire les corps caverneux, c'est-à-dire les faces latérales des grandes lèvres. D'habitude, les jouets sont plus précis sur la partie la plus sensible. Et donc, c'est intéressant d'essayer pour voir ce que ça donne. Mais enfin, quand même, en règle générale, c'est mon avis de femme, mais je pense que beaucoup de femmes seraient d'accord avec moi. En règle générale, un jouet, de toute façon, on ne va pas directement sur le clitoris. De même que la langue d'un homme ne doit pas aller directement sur le clitoris. Enfin, il faut faire monter un petit peu la sauce, si je puis dire. Oui, c'est ça. C'est bien dit. Oui, enfin bon. Mais bon, vous dites ce que vous en pensez. Ça me paraît assez juste, remarquez, comme ça. Bon. Voilà. Bon, en tout cas, c'est original. Au moins, moi, ce que je trouve fabuleux depuis 4-5 ans, c'est l'imagination des créateurs de jouets. Parce que sans arrêt, ils nous sortent des trucs nouveaux. Mais c'est sympa. C'est à essayer, je trouve, moi. C'est nouveau, c'est une nouvelle approche, si je puis dire. Bon, j'ai une remarque, j'ai oublié de dire une chose qui est relativement importante, c'est quand on veut se déplacer avec, qu'on le met dans sa petite trousse, il y a un couvercle, et le couvercle n'a pas de clic. Donc, ça tient pas très bien. Je pense que, avis au concepteur, mettez un petit clic pour que le couvercle tienne mieux. Surtout si vous le mettez à côté de votre téléphone. Bon, voilà. Quelle note vous lui donnez alors finalement? Bon, 5,3. 5,3. Je vous trouve très perfectionniste, Nathalie. J'espère que vous n'êtes pas comme ça avec votre homme. Hein. Mais et lui, il a 18,9. Ah, ça va. Ouais, donc le pauvre jouet, il avait aucune chance, si je puis dire. Mais vous avez raison. Oui, c'était difficile d'arriver. Bon, 5,3, c'est déjà, c'est la moyenne. C'est plus que 5.
Bon, merci Nathalie en tout cas, merci beaucoup. Ce stimulateur clitoris Temari Iroha, vous le retrouvez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com, voilà, et puis vous avez entendu ce qu'on a dit Nathalie. On continue avec Sophie qui nous rejoint. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Je vous ai appelé en fait par rapport à une interrogation que j'ai depuis un petit moment. Allez-y, oui. Même longtemps. En fait, quand on parle de femmes fontaines, on dit tout le temps que c'est les femmes fontaines. On a l'impression qu'elles sont tout le temps femmes fontaines. En fait, à chaque fois qu'elles ont un orgasme, voilà. Et en fait, moi, ça m'arrive sur certaines positions, mais pas du tout sur d'autres. Et voilà, mais ça m'arrive vraiment. C'est-à-dire que voilà, c'est même gênant parce que effectivement les draps sont mouillés, etc. Et donc en fait, j'ai déjà parlé avec des copines qui me disaient mais alors est-ce que c'est justement parce que c'est que dans ces positions-là que tu atteins l'orgasme? Et non, j'ai pas l'impression que c'est que dans ces positions-là en fait. Alors c'est debout, pour être précis. C'est quand je suis debout en général. C'est quand vous êtes debout que vous êtes femme fontaine. Enfin sur une table, mais en mode debout, les mains sur la table. C'est cette position avec le partenaire derrière, c'est dramatique. Mais j'aime bien. Je dis pas que j'aime pas, j'aime bien quand même. Mais en fait, en même temps c'est gênant. Voilà, c'est pas. Vous n'êtes pas fan d'être femme fontaine, au fait. Mais en même temps, vous avez pris la précaution de ne pas le faire dans le lit, visiblement. Eh bien, dans le lit, non. C'est un truc. Mais vous savez, c'est peut-être tout simplement parce que quand vous êtes dans le lit, il y a quelque chose qui bloque au moment où vous risqueriez d'être femme fontaine, parce que ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Alors encore une fois, je dis pas que c'est ça, mais c'est possible. Ouais, peut-être, parce que c'est vrai que ça me gêne quelque part. Donc c'est clair que ça arrive effectivement pas dans le lit. Ça arrive. Et sur une table, ma foi, c'est pas grave. Une table, on peut nettoyer facilement. Dans la douche aussi, vous voyez. Oui, voyez. Donc il y a peut-être ça. Mais en tout cas, ça vous empêche pas d'avoir un orgasme sans être femme fontaine. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Ouais, non, mais en fait, on a l'impression, quand on entend les témoignages, souvent que c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. C'est-à-dire que c'est des femmes qui ne sont soit jamais femmes fontaines, soit qui sont femmes fontaines tout le temps. Non. Ah non. Il y a des femmes qui le deviennent très tardivement. Et moi, c'est pas dans tous les rapports, c'est ça que je veux dire. Mais c'est pas dans tous les rapports non plus. Non. Je dirais même que c'est assez rare, une femme qui est systématiquement femme fontaine. Ça arrive. Ça me rassure, parce qu'en fait, c'est vrai que je me disais, mais pourquoi? Et donc, c'est lié à la position, quoi, et aussi au psychique, un peu, selon vous. C'est un peu les deux, en fait. Je comprends mieux. C'est vrai que c'est une vraie question, en fait. Je me disais, est-ce que c'est lié à la position ou pas? Et en fait, c'est un peu les deux, peut-être bien. Oui, de toute façon, on le dit depuis le début de l'émission, Sophie, il y a tellement de paramètres qui sont pas des paramètres rationnels que c'est compliqué de pouvoir. Dans votre cas, j'imagine que quand vous êtes debout, il y a quelque chose qui lâche plus, et puis voilà. Mais ça vous empêche pas d'avoir des orgasmes à d'autres moments. Donc c'est ça. Encore une fois, l'important c'est d'être. Moi, j'ai toujours tendance à dire, ne cherchons pas à obtenir quelque chose. En revanche, évitons tout ce qui nous fait mal. Et à partir de ce moment-là, on est sur la bonne voie pour avoir une sexualité harmonieuse. Puis le fait d'être fontaine n'est pas un objectif en soi. Non. On peut être très heureux sans avoir d'orgasme fontaine, si je puis dire. Alors, je pense que je vous dis ça aussi parce que mon copain, pour lui, quand ça fait femme fontaine, il est super content. Il est persuadé que ça y est, j'ai atteint le nirvana, et qu'il est persuadé que c'est que comme ça que j'ai atteint le nirvana. Et j'ai beau lui expliquer que non. Ça, c'est une idée reçue de beaucoup d'hommes, et il faut lui tordre le cou. Oui, ça me rappelle la publicité pour le couscous. C'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est ça que ressent l'homme. C'est ça. Lui, il est content, il se dit j'ai été capable de le faire. Je suis un super mec.
C'est un peu ça. J'ai l'image de la merguez, je sais pas pourquoi. Non, mais bon, c'est ça en fait, je crois. Alors, il se sent pas accompli quand effectivement ça coule pas partout et tout. Mais je lui dis, mais non. Mais en même temps, Sophie, ne nous moquons pas des hommes, parce que nous, quand on fait l'amour avec un homme, s'il n'a pas éjaculé, on est un peu triste. Ouais. Après, moi, je suis restée longtemps avec quelqu'un qui s'était fait opérer du frein. Oui. Et qui avait beaucoup de mal justement à aller au bout en fait des relations, surtout au début parce que je l'ai connu, il venait juste de se faire opérer, donc c'est compliqué. Et bon après voilà, hein, je me disais il prend du plaisir quand même. Enfin, j'étais pas trop bloquée par rapport à ça. Non, mais vous aimez mieux voir votre homme éjaculer, parce que c'est bon. On dit c'est l'accomplissement, mais bon. Là, c'est un peu différent quand même, parce que je lui explique, je lui dis, il y a des positions où je ressens tout autant de plaisir et pour autant, je ne vais pas la femme fontaine. Après, ouais, c'est plus... il a quand même... il le voit, je pense, quand même. Mais vous savez, Sophie, les hommes sont toujours très inquiets quand une femme ne mouille pas beaucoup. Pour eux, ils ont besoin de preuves, hein, et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, après tout. C'est une preuve entre guillemets efficace quand il y a un phénomène fontaine. A priori, il s'est passé quelque chose. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Au moins, on est sûr que c'est pas de la simulation. Ah oui, ça c'est sûr. Mais bon, après voilà, dans les autres cas, on n'est quand même pas non plus. On se dit bon. Après, la question, c'est vrai que c'est ce qu'il imagine aussi. Je pense qu'il imagine que j'atteins pas l'orgasme en dehors, mais que je peux jouir sans atteindre l'orgasme en dehors des femme fontaine. Moi, je pense qu'on peut atteindre l'orgasme sans être femme fontaine pour autant. Mais évidemment, Sophie, hein. Bien sûr. Évidemment, ça c'est important de bien le faire passer, parce que il va y avoir beaucoup de gens complexés, hein, si on commence à croire ça. Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Non. Après, ça dépend des positions, je pense, effectivement, un peu tout ça. Ça dépend des positions, des circonstances, de son passé, de mille choses. Donc, chacun son orgasme comme il peut, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Merci Sophie, en tout cas, merci d'avoir merci témoigné. Merci à vous pour tous vos conseils. À très bientôt. À bientôt, Sophie. Au revoir. Une petite pause et puis il est déjà temps de conclure dans un instant sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christian Jamin, nous avons beaucoup évoqué le point G, les femmes fontaines, et on va donner la parole à Marianne qui va conclure avec nous. Et vous n'êtes pas a priori trop point G, hein, si je comprends bien. Bonjour Marianne. Non, Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Christian. Bonjour. Et non, le point G, pour moi, j'ai pas réussi. Je pense pas qu'on l'ait trouvé en fait. Bah écoutez, c'est pas grave. Il existe vraiment, si tout le monde le trouve. Après, je suis plutôt, je suis pas trop clitoridienne, donc est-ce que ça joue aussi ou je sais pas. Bah, si vous n'êtes pas très clitoridienne, ça voudrait dire que vous êtes très vaginale. Ouais. Bon, donc ça veut bien dire que votre vagin n'est pas mort. Enfin, quand je dis mort, je veux dire il est sensible. Oui. Bon, donc tout va bien. Ça veut dire qu'il y a mais est-ce qu'on peut... Le point G se trouve avec la pénétration ou simplement avec le toucher, les caresses, comment ça se passe? Moi, ou alors c'est moi qui n'arrive pas à lâcher prise, je sais pas. Mais non, mais vous avez des orgasmes quand vous faites l'amour, quand on vous pénètre? Oui. Bon, oui. Donc... que demande le peuple? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'on lui donne de la brioche. Et vous avez besoin peut-être d'une pénétration assez profonde pour que ça touche le col? Oui, et je vous dirais, Brigitte, que j'ai pas beaucoup de patience
Si mon mari me caresse, ça vous emmerde. Voilà, moi, exactement. Non, mais je lui dis, allez, va droit au but, c'est bon. D'accord. Vous faites partie de cette catégorie de femmes qui a besoin d'être défoncée. Hein. Excusez-moi, j'utilise les mots qui me viennent parce que c'est un langage que tout le monde comprend bien. Vous faites partie de cette catégorie de femmes qui a besoin, oui. Et alors, ça veut dire que c'est comme ça que vous avez du plaisir, de l'orgasme. Et donc, en effet, le point G pour vous, c'est un petit peu jouer hors touche, quoi, si je puis dire. Oui, mais... le point G, il se trouve que par les caresses clitoridiennes, pas avec le vagin. Si, mais à l'entrée, tandis que vous avez besoin qu'on aille au fond. Donc, Non, et puis, peu importe. Bah oui. Peu importe, parce que en fait, qu'est-ce qu'on a dit depuis le début? C'est que l'orgasme vient d'une décharge, une libération au niveau du cerveau qui est déclenchée soit par stimulation du clitoris, du point G, mais aussi du mamelon, mais aussi d'embrasser dans le cou, et puis vous, de la pénétration bien au fond. Donc à la limite, peu importe le flacon, hein. Ce qui compte, c'est que vous ayez l'ivresse. Donc effectivement, je pense que peu importe, et surtout ne niez pas votre bonheur ou votre plaisir sous prétexte que vous n'avez pas trouvé le petit point où il faut appuyer. Et vous n'avez pas besoin, en plus, Marianne, de trouver le point G, puisque de toute façon, vous avez trouvé comment avoir un orgasme. Je crois qu'il faudrait peut-être rappeler, je l'ai pas dit, on l'a pas dit depuis le début de l'émission, mais il faudrait rappeler que notre sexualité, elle est particulièrement cognitive, c'est-à-dire qu'on va obtenir l'orgasme en fonction de notre vécu, de nos expériences, de notre imaginaire, de qu'est-ce que enfant on a fantasmé dans la manière dont on croit que on fait des enfants ou qu'on fait l'amour. Et donc vous, Marianne, visiblement, c'est le fait d'être prise par l'homme, d'être donc comme je l'ai dit, défoncé, qui faisait en vous l'impression que vous alliez avoir un orgasme. Et quand ça s'est passé, vous étiez ouverte à ça, libérée à ça, et ça a marché, et ça marche, et donc ne changez surtout rien, quoi. Oui, moi ce que je voudrais pas, c'est que cette émission, on reparte en disant le point G ou rien, hein, ou le clito, voilà. ou rien. C'est archi faux. Ça n'est pas ça. Mais Christian, j'ai une question. Bon, moi j'ai toujours pris mon plaisir avec la pénétration. Mais des fois, on entend les gens quand ils parlent, le point G. Est-ce que le point G, ça donne un organe qui est aussi merveilleux que quand on fait l'amour par pénétration? Mais c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Moi, j'en sais rien, Marianne. Et pourtant, vous vous êtes beaucoup entraînée. Bah oui, Brigitte, on compte sur vous pour nous aider. Mais non, parce que je ne vois pas de quel droit je me permettrais d'affirmer ma vérité comme étant une vérité absolue. Je veux dire, chaque femme a sa vérité, c'est à elle de la découvrir. Oui, ça c'est. Mais par exemple, vous, du fait que vous avez une sacrée expérience sur tout ce qui est sexualité, que vous nous aidez, vous nous orientez, moi ma question c'est, est-ce que vous avez eu plus de plaisir soit par la pénétration ou soit quelqu'un qui vous caresse et qui trouve votre point G? Voilà. Est-ce que le plaisir est le même ou plus intense, plus différent? C'était ça surtout. Est-ce que c'est le même plaisir ou est-ce qu'il est différent? Je vais vous répondre. J'ai eu un jour un orgasme en touchant un arbre. Alors, je peux vous assurer que ce jour-là, j'ai commencé à me poser des questions sur l'orgasme. Je vous parle de ça il y a longtemps. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas de réponse. Je crois sincèrement que ce qui est important, c'est d'avoir la liberté du corps et de la liberté d'oser laisser sa féminité s'exprimer. Je pense que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que nous, les femmes, on va jouir parce qu'on s'ouvre. Et vous êtes ouverte, puisque vous savez, il y a une politique anti-pénétration en ce moment qui me fatigue beaucoup et qui va nuire beaucoup à des jeunes femmes parce que c'est comme si, mais non, vous avez la chance d'avoir été très vite
totalement ouverte et à accueillir le pénis dans toute sa splendeur. Donc voilà, votre orgasme, vous l'avez. Est-ce que vous auriez des orgasmes plus forts si on vous caressait le clitoris? C'est mal barré, vu que visiblement ça vous avez l'impression de perdre du temps et ça vous. Alors donc ça m'étonnerait que vous. Mais pourquoi pas? Peut-être que dans quelques temps vous aurez un orgasme clitoridien et puis voilà. Le physique est pas indispensable. Il y a des orgasmes par la pensée, il y a des orgasmes pendant les rêves. Exactement. Donc ça veut dire qu'on est capable de jouir. Encore une fois, je le répète, pour moi, on jouit avec son cerveau et que les organes génitaux ou autres sont là comme des enhancers, on dit en anglais, c'est-à-dire des choses qui accroissent la stimulation, mais rien de plus. Et vous savez, Marianne, pour ne pas avoir l'air de ne pas répondre à votre question, moi, il m'est arrivé d'avoir des orgasmes très forts avec des hommes qui m'étaient totalement indifférents et pas d'orgasme avec un homme que j'aimais. Donc, on voit bien que tout est lié. C'est compliqué. C'est pas et c'est ce qui fait que ça continue à m'intéresser parce que c'est assez mystérieux. Voilà. Je vous remercie Brigitte, je vous remercie Christian. Donc profitez, Marianne, vous avez la chance d'avoir des orgasmes. Ne changez rien. Si vous êtes bien comme ça, ne changez rien. En tout cas, ne soyez pas, faut pas avoir l'impression de ne pas être normal. Au contraire, vous avez découvert un autre chemin et gardez-le si vous apporte du bonheur. Vous n'êtes pas la seule et c'est tout à fait normal. Donc tout va bien. Merci Marianne, merci beaucoup. Merci Brigitte, merci Christian. Je vous en prie. Bon, on fait avancer un peu le schmilblick, mais c'est pas simple, oui. Parce que c'est complexe. 100 fois sur le métier, c'est ce qu'on a dit au départ. Et on va continuer, Christian Jamin. Merci beaucoup en tout cas. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan et demain avec Philippe Arlin. Tiens, on va aborder un sujet. Est-ce que MeToo et la question de genre et le consentement ont fait évoluer notre sexualité? On en parle demain avec Philippe Arlin. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.